Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission de Questions d'actu. De nouveaux événements ont marqué l'actualité ces derniers jours sur la question sahraoui. D'abord, la Cour de justice de l'Union européenne a ouvert au mois de mars dernier sa première audience sur le recours en annulation de l'accord portant extension des accords d'association et de libre-échange entre l'Union européenne et le Maroc au territoire du Sahara occidental introduit par le Front Polisario le 27 avril 2019 contre l'accord agricole conclu entre l'Union européenne et le Maroc qui comprend illégalement les territoires occupés du Sahara occidental. Le Front Polisario mène une bataille économique depuis des années à travers un nombre de procédures judiciaires dans le but d'arrêter le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental occupé, des ressources halieutiques, phosphates, l'agriculture, le fer et les métaux précieux. Les énergies solaires et éoliennes sont des ressources que le Maroc convoite depuis des décennies. La valeur des ressources naturelles du peuple sahraoui détournées par le Maroc est estimée entre 600 à 700 millions de dollars par an. L'Union africaine, de son côté, reprend le dossier en main. De nouveaux rebondissements, on en parlera dans notre émission. Le Conseil pour la paix et la sécurité insiste sur le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Par ailleurs, un rapport accablant a été récemment publié par le département d'État sur la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés. Nous décortiquerons tout cela ce soir. Avec nos invités, nous accueillons M. Kamel Mensari. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de publication du Jeune Indépendant. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous accueillons également M. Saïd Ayachi, bonsoir. Vous êtes président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci d'être avec nous. Nous avons également avec nous monsieur ou maître Gilles Devers, avocat du Front Polisario. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous avons également avec nous Monsieur Carlos Ruiz, professeur en droit constitutionnel et auteur de nombreux articles sur le Sahara occidental. Bonsoir Monsieur Ruiz, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci. Alors la question sahraoui aujourd'hui, on l'entame avec d'abord le volet économique qui a été soumise de nouveau à la Cour de justice de l'Union européenne qui a examiné, je vous le disais, le mois de mars dernier, le pourvoi en appel du Front Polisario et écouté l'exposé détaillé de son avocat, maître Gilles Devers, qui est avec nous donc ce soir, sur tous les motifs juridiques concernant l'illégalité de l'extension de l'accord sur l'agriculture au territoire sahraoui occupé. En dépit des arrêtés de 2016 et de 2018, le Parlement européen a adopté en 2019 un texte étendant au territoire occupé le tarif douanier préférentiel octroyé par un accord signé en 2013 entre l'Union européenne et le Maroc. Maître Gilles Devers, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une victoire pour le Front Polisario? Que ce recours ait été présenté devant la Cour de justice de l'Union européenne? Oui, tout à fait. La victoire, on attendra encore un petit peu. Oui. Disons que... Oui, sur le plan technique, on attend une décision, décision pour le mois finale. De juillet, pour le mois de juillet, ou peut-être le mois de septembre, on verra. Ce sont des dossiers importants, il faut que les juges aient le temps de rédiger. Mais on peut déjà dire que c'est une victoire parce que l'audience se tient, et quand l'audience se tient, le peuple sahraoui est à égalité du Conseil, donc les 26 chefs d'État, de la Commission, de la France et du Maroc qui vient avec des syndicats. C'est-à-dire que nous avions vécu la phase de négociation où politiquement on est écrasé dans les instances européennes, et quand on est devant le tribunal, le débat s'équilibre. Voilà. Donc ça, c'est déjà un point qui effectivement est tout à fait notable. Ensuite, ce sont des décisions de justice complexes. Il y a le dossier agricole, il y a le dossier sur la mer. Et c'est un procès qui ne se joue pas comme une affaire simple où on va dire vous avez gagné, vous avez perdu. Il y a plusieurs degrés et on verra jusqu'où l'affaire va porter. Mais nous sommes dans une vision où nous sommes assez convaincus de pouvoir conforter ce qui a été fait en 2016 et 2018 et d'ajouter certaines couches, j'espère certains degrés, j'espère le plus loin possible. Vous dites pour vous que le Maroc use de mécanismes assez sournois en utilisant ce terme d'extension. Pour vous, c'est un nouveau mécanisme qui, pour le Maroc, veut détourner un peu la décision de la justice européenne?
Alors pour le Maroc ou pour les dirigeants européens, vu que le Maroc intervient dans le procès par le biais d'un syndicat, mais seuls les recours qui sont faits par le Front Polisario sont contre des décisions européennes. Et il faut bien situer les responsabilités sur cette affaire. Les responsabilités, c'est Paris qui embarque Bruxelles et Madrid dans sa main. Donc ce sont des décisions que nous attaquons. On oppose quoi? On oppose le consentement du peuple. S'il y avait, je dis même pas de bonne volonté, mais simplement le respect basique de ce que doit être le droit, il n'aurait pas dû avoir cela, vu que l'arrêt de 2016 disait c'est un territoire distinct et séparé, et il faut le consentement du peuple. Voilà, vous n'avez pas à vous dire les bénéfices, si c'est bon, si c'est pas bon, ça c'est l'argument colonialiste. C'est en toutes lettres dans l'arrêt. Est-ce qu'il y a le consentement? Donc, on s'est manifesté aussitôt en disant, ben, pour le consentement, on est prêt à répondre. Le développement du territoire, on peut discuter. Et ils ont utilisé effectivement un contournement, vous avez tout à fait utilisé le bon mot, c'est-à-dire qu'au lieu de rester sur ce que disait la Cour, c'est-à-dire le consentement du peuple, référence à la résolution 34-37, donc la représentation du Front Polisario, ils ont transformé le consentement du peuple par la consultation des populations. Et les populations qui sont les consultées sont celles qui étaient sous administration marocaine. Donc on les voit d'ailleurs en train de faire leur soi-disant consultation. Ils sont dans des locaux avec l'administration marocaine, la photo du roi du Maroc, et ils sont allés chercher la consultation des colons. Voilà. Alors, est-ce que l'accord est profitable aux colons? Oui, il est profitable aux colons, mais ce n'est pas l'argument. Nous, on se bat sur cette idée simple qui est l'histoire de tous les peuples décolonisés d'Afrique et d'ailleurs. Le peuple décide, il n'y a que son consentement qui compte, et il faudra bien que la France, 50 ans après 1962, révise sa leçon. Merci. Alors, Monsieur Ruiz, on le sait, les Nations Unies ont exigé dans toutes leurs résolutions de respecter le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, notant que la signature de l'accord sur l'agriculture ou d'autres accords par l'Union européenne avec le Maroc viole directement ce droit. Aujourd'hui, c'est un droit violé par les plus grandes puissances occidentales. Monsieur Ruiz, vous êtes avec nous? Oui. Vous avez entendu ma question ou dois-je la répéter? Oui, est-ce que vous pouvez répéter? Oui, alors je disais que les Nations Unies réclamaient dans toutes leurs résolutions que l'on respecte le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et surtout concernant l'accord, la signature de l'accord sur l'agriculture ou d'autres accords par l'Union européenne avec le Maroc, quelque chose qui viole directement le droit international. On voit aussi aujourd'hui que même les puissances internationales violent ce droit. Pour leurs intérêts, finalement. Mais le problème que nous trouvons ici, c'est que les conseils de sécurité a omis ses responsabilités. Il n'a pas rempli sa responsabilité vis-à-vis du peuple sahraoui en ce qui concerne les accords de l'Union européenne avec le Maroc. Le Conseil de sécurité, bien sûr, n'a pas validé les accords, mais n'a pas condamné comme on devrait le faire ces accords. De condamnation. Monsieur Ayachi vous donne la parole sur ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne. Il n'y a pas eu de condamnation. Malheureusement, oui. D'ailleurs, cette histoire de rappeler, au minimum, de rappeler le Maroc à l'ordre existe sur différents chapitres du dossier. Violation des droits de l'homme. Oui, il y a eu plusieurs recours. Violation des droits de l'homme, spoliation des ressources naturelles et dans votre excellente introduction, il faudra peut-être ajouter aussi comme ressources naturelles la pêche. Oui. C'est les côtes les plus poissonneuses du monde avec celle de la Mauritanie. Et ajouter aussi le pétrole offshore. Oui. Il y a encore 2 sociétés qui sont en train de faire une prospection au large des côtes sahraouis. Mais en ce qui concerne cette histoire d'accord, et là je voudrais
rendre publiquement hommage à M. Gilles Devers, qui est l'avocat du Front Polisario, qui se bat de façon fantastique contre les États européens, certains États européens, oui, dont la France et l'Espagne. Parce qu'en fait, là aussi, c'est l'occasion de rendre hommage aux magistrats de la Cour de justice de l'Union européenne qui sont d'une honnêteté intellectuelle inattaquable, parce que le jugement de décembre 2016 et celui de février 2018 est un accord et sont des jugements tout à fait, totalement en faveur du Front Polisario, à juste titre d'ailleurs. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux Sahraouis. Et ils ont même débordé sur le plan politique. Mais on va rester sur le plan économique. Et alors, on a assisté de la part de certains États qui s'érigent en donneur de leçons en matière de droits de l'homme, en matière de démocratie, en matière de respect du droit international. Je vais citer ici la France particulièrement, qui ont fait des tours de passe-passe, qui ont contourné les jugements de décembre 2018 et février 2019, avec entre autres ce concept d'extension et de consultation qu'on vient de le rappeler, Gilles Devers, des populations. Quelles populations? On ne précise pas de façon tout à fait précise. Et donc aujourd'hui, ils ont vidé de leur substance, ou ils essayent de vider de leur substance les jugements dont je parlais de 2016 et 2018. Et c'est contre quoi le Front Polisario, d'ailleurs, a mandaté Gilles Devers pour introduire un recours contre ces déformations des jugements qui ont été émis par la Cour de justice européenne. Et on attend, comme on vient de vous le dire, le verdict pour juillet ou septembre prochain. Et là, ce qu'il faut dénoncer, c'est précisément ce non-respect des États européens, et encore une fois, à la tête, la France et l'Espagne, ce non-respect de leurs propres lois, de leur propre justice, des jugements qui ont été émis par une Cour de justice de l'Union européenne, mais dont on ne respecte pas les arrêts. Voilà encore une autre victoire morale, si je peux dire, du Front Polisario dans ce dossier. Alors, M. Msaleh, peut-on dire aujourd'hui que les facilités d'accès au marché européen contribuent au maintien de la colonisation marocaine, finalement? Déjà, il faudrait préciser une chose, que ce qui se produit actuellement sur le plan économique au Sahara occidental se fait dans une situation de non-droit. Il est plus facile de piller un État qui n'est pas contrôlé par une puissance coloniale, et en même temps avec une complicité d'une puissance membre du Conseil de sécurité qui est la France. C'est cette ambivalence-là qu'il faudrait mettre en valeur. D'abord, démontrer que l'un des membres du Conseil de sécurité, qui est le garant du droit international, est en train de le violer parallèlement en Europe, c'est-à-dire à travers ces institutions européennes, en utilisant de son lobby, de son influence et de sa puissance économique pour pouvoir matérialiser ses ambitions économiques au profit de l'Europe. Bien évidemment, ça crée quoi? Ça crée une dualité pour le droit international, c'est-à-dire on est face à un État qui agit directement en tant qu'État voyou, et en même temps il est arbitre au sein du Conseil de sécurité. Et c'est ce problème-là que la communauté internationale, ou bien les États qui ne sont pas déjà membres qui n'ont pas le droit de veto, qui doivent c'est-à-dire dénoncer et démontrer à chaque fois. Mais en même temps, il y a cette réalité économique qui fait qu'aujourd'hui, au Sahara occidental, on pille comme on veut, parce que il y a personne il n'y a pas de contrôle, c'est-à-dire même les organisations comme le Human Resources Watch, c'est une association qui suit ce qui se produit comme pillage au Sahara occidental, dénonce à chaque fois, émet des rapports et démontre que ce qui est fait aujourd'hui en Maroc, depuis des années bien évidemment, et se fait en toute impunité avec le soutien des puissances occidentales, dont la France. Quand on parle de ce qui s'est produit en termes juridiques, cette question d'extension, elle fait quoi? Elle remet sur la selle, enfin, elle remet sur le tapis la question non seulement du droit, mais du pouvoir qui est donné à ces États-là d'aller dans un pays qui n'est jusqu'à aujourd'hui considéré comme non autonome et qui est toujours sous le colonial, et on prétend qu'en allant vers consulter une population, on peut faire ce qu'on veut. Mais la Cour européenne de justice parle de consultation dans un état de droit, lorsque le peuple est libre
manœuvre et non pas dans l'état actuel des choses. Et c'est ça le jeu, ou bien l'ambivalence, ou bien la manœuvre qui est faite par les États européens, à leur tête la France, pour contourner une réalité juridique imposée. On applique le droit que lorsque les États sont souverains. Oui. On n'applique pas le droit à un État colonisé. C'est ça qu'il faudrait dénoncer. Alors justement, pour revenir sur ce terme avec vous, Maître Gilles Devers, sur ce terme d'extension, vous dites que quelque part aussi, il y a une subtilité à lire peut-être, c'est que le Maroc a accepté un accord international proclamant qu'il n'a pas de souveraineté sur ce territoire finalement. Ben, tout à fait. Je crois que le Maroc est en train de se faire piéger et il faut vraiment avoir des conceptions politiques un peu bizarres pour confier son avenir aux grandes puissances coloniales. Qu'est-ce qui peut en sortir de bon? Vous savez, l'Europe est confrontée à une dizaine de situations de territoires occupés, de territoires non autonomes, et elle va être obligée, nous travaillons là-dessus, à aligner la position pour Chypre, la position pour la Crimée, la position pour la Palestine, la position pour la Transnistrie, etc. On ne pourra pas pouvoir faire longtemps un cas particulier pour le Maroc. Et donc, devant la Cour de justice, la Commission, le Conseil, bon, ils vous font la propagande et puis les communiqués un petit peu ajustés. Mais fondamentalement, le Conseil ni la Commission ne peuvent aller devant le juge en disant l'arrêt de la Cour de justice, je ne l'applique pas. Donc, en fait, ils l'appliquent. Voilà. Et l'idée de l'extension est un piège pour le Maroc. Pourquoi? Parce que quand on dit extension, c'est extension à un territoire qui n'est pas le vôtre. On parle de l'Espagne. L'Espagne, elle était présente dans le procès. L'Espagne, elle est aussi malhonnête que la France, surtout sur l'accord de pêche, parce qu'elle est vraiment intéressée et ils jouent, comme ça vient d'être dit, de toute leur force économique vis-à-vis d'un peuple qui bataille. Mais est-ce qu'on va dire qu'on fait une extension d'un accord espagnol à la Catalogne? Vous voulez entendre la suite? Bon, pourquoi? Parce que le gouvernement espagnol dirait tout de suite, mais c'est notre territoire. Donc, du moment que vous dites extension, vous dites c'est plus le territoire. Et nous, on vient de voir deux choses. Il y avait un accord, c'est des données un peu techniques, mais elles sont intéressantes et récentes. Il y avait un accord interbus. Interbus, c'est pour faire circuler les bus de voyageurs, et c'est un accord européen, et l'Europe, elle l'étend à un certain nombre de pays. Elle a voulu l'étendre au Maroc. Mais quand elle l'a étendu au Maroc, il y avait un petit mot que nous avions souligné. Il y a un article du Front Polisario là-dessus, pour dire extension. L'extension ne s'applique pas, l'extension allait signer l'accord interbus, mais ça ne s'appliquera pas au territoire du Sahara occidental. On nous avait dit c'est une note de bas de page, ça compte pas. En fait, ça compte tout à fait, à tel point que le Maroc a préféré refuser de signer cet accord, parce qu'il fallait qu'il signe à nouveau un accord disant qu'il n'est pas souverain sur le territoire. Et la semaine dernière, nous avons eu, c'est la première fois que nous avons ça, nous avons eu une déclaration de la Commission européenne. Vous savez, c'est le mécanisme de la Commission qui répond aux questions des parlementaires. Le parlementaire, il a posé sa question au mois de janvier. Des questions comme ça, il y en a déjà eu 10. C'est de dire, vous dites que vous respectez la justice, mais vous continuez de financer les équipements sur le territoire du Sahara occidental. Chose démentie, Entre-temps, il y a les audiences. Et dans sa réponse, qu'est-ce que dit la Commission? Et c'est la première fois, et c'est sur le site officiel de la Cour, de la Commission, elle dit, attendez, nous ne finançons pas les équipements au Sahara occidental, ni les entreprises qui sont présentes. Alors, c'est faux, vu qu'ils continuent à financer directement dans la pêche, comme nous l'avons évoqué lors de l'audience, et nous avons mis le point sur leurs contradictions. Mais petit à petit, les choses changent, et moi, ce que je vois bien, c'est que les dirigeants politiques européens sont tous sauf courageux, et ils n'ont même aucun courage. Et en fait, ils sont dans une position de se dire, on prend des décisions, elles valent ce qu'elles valent, le Front Polisario va faire ses recours, ensuite le juge tranchera, et on dira à nos amis marocains, bah tu vois, je ne peux plus rien faire, parce que c'est le juge qui a tranché. C'est-à-dire que ma thèse, c'est qu'on assiste à une démission du pouvoir politique européen, qui transfère la responsabilité au juge. Ben, le juge, on constate, c'est comme cela, que pour le moment, c'est la place forte et qu'il a une objective attention sur les efforts de ce peuple uni, pacifiste et qui s'en remet au droit international pour son avenir. Monsieur Ruiz, pour vous, vous dites qu'il y a une tension permanente entre le droit et les considérations politiques aujourd'hui sur la question du Sahara occidental. D'un côté, l'existence de décisions juridiques qui permettraient d'aller directement vers la mise en œuvre du référendum pour l'autodétermination du peuple sahraoui, et de l'autre côté, le blocage exercé par les puissances ayant le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, et ça nous montre le problème
fondamental du droit international, que ce n'est pas un droit parfait. Il faut, bien sûr, on peut déclarer ce qui est le droit, mais le droit international n'est pas en mesure d'imposer l'application de ces droits d'une manière objective et neutrale. Donc, l'application des règles du droit international, l'application par la force, est conditionnée à l'acceptation de tous les 5 puissances qui siègent avec ou comme membre permanent du Conseil de sécurité. Et donc, c'est là où nous trouvons l'élément politique qui fait une relation, un choc avec le droit. Le droit, c'est clair, avec tout l'appui politique du Maroc, le Maroc n'a pas réussi jamais à changer le droit. Mais ce qui a pu faire le Maroc, c'est bloquer l'application du droit, parce que c'est au moment de l'application où la politique joue son rôle, pas dans la déclaration, la formulation du droit. Et c'est là le problème du Sahara. Même si le Front Polisario est la partie, bien sûr, la plus faible du point de vue économique, politique, mais même si le Front Polisario et le peuple sahraoui est un petit peuple, et le Maroc est plus fort du point de vue militaire, économique, politique, le Maroc n'a pas réussi à changer les règles du droit. Mais parce que dans les domaines juridiques, la chose est absolument claire. Et aucune puissance peut imposer sa volonté comme droit. Mais c'est qu'une puissance, comme les parents du Maroc, la France notamment, et maintenant les États-Unis, peut faire, c'est bloquer l'application du droit. Et bien sûr, on trouve certaines exceptions. Maître Devers nous a parlé de ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, où nous avons une cour qui peut imposer une solution, et donc l'Union européenne, c'est une exception où le droit peut être imposé parce qu'aucun des États a un droit de veto pour éviter l'application du droit tel que le droit a été déclaré par la Cour de justice de l'Union européenne. Mais ça, c'est une chose différente à ce qui se passe au niveau des Nations unies. Oui. Merci, merci Monsieur Ruiz. Finalement, c'est important ce qu'il dit. Le Maroc n'a pas réussi à changer le droit aujourd'hui, avec toutes ces tentatives, tous ces nouveaux mécanismes, ces dissimulations de pillage des ressources naturelles au Sahara occidental. Finalement, sur ce plan-là, ça n'a pas avancé. On craignait qu'avec l'annonce de Trump, qu'il y ait effet boule de neige sur l'Union européenne. Finalement, on n'en est pas là. Au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, il y a quand même étude du cas. On saura d'ici juillet ou septembre la décision finale. C'est quand même un pas en avant pour le Front Polisario? Moi, je crois que d'abord, pour parler du droit international, il faut bien se dire que les relations internationales, que les diverses missions des Nations Unies, que toutes les institutions multilatérales sont d'abord basées sur le droit international. Donc cette ambition, cette prétention de vouloir changer le droit international, ça demanderait des décennies. Combien encore faut-il j'allais dire, prouver l'utilité de le faire. Donc, le droit international, et de ce côté-là, il est bon de dire que, du point de vue juridique, il ne faut même pas être un étudiant de droit. Le problème du Sahara occidental est clair comme l'eau de roche. Il tient en 2 équations. 1, le pays est déclaré non autonome depuis 1963 sur les registres de l'ONU. 2, la résolution 1514 dit que
tous les peuples colonisés ont droit à un référendum de détermination. La messe est dite, tout est dit, terminé. Maintenant, ce qu'on assiste, et là c'est vraiment un cas d'école, c'est comment une grande puissance comme la France, parce que la France est devenue le problème dans le dossier du Sahara occidental. Avec son droit de veto, hein, qui bloque à chaque fois. C'est la France qui est le problème maintenant. Si on peut imaginer quelques secondes que la France adopte une position de neutralité, le problème serait résolu en moins d'1 an. Et donc aujourd'hui, c'est la France qui use de sa statut de membre permanent, du fait qu'elle est le pays politiquement leader en Europe, qui essaie de contourner le droit international ou de le bloquer. On l'a vu dans cette histoire d'élargissement du mandat de la MINURSO à la protection et au respect des droits de l'homme des territoires occupés. C'est la France qui utilise son veto, la France qui se dit patrie des droits de l'homme. Oui. Et en Europe, on a vu comment des juges intègres ont rendu des jugements conformes à la légalité internationale avec beaucoup de courage. Et la France, avec le suivisme de l'Espagne, qui essaie jusqu'à maintenant de faire un contournement de ces jugements. On a vu comment la France bloque jusqu'à maintenant, parce que c'est la France qui bloque, la nomination d'un envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, lequel envoyé, s'il n'est pas là, il ne peut pas y avoir de dynamique de négociation, donc pas de fin et pas de solution au conflit. Et donc vous voyez qu'il y a, le droit est clair, par contre entraver le droit, voilà ce à quoi ça donne la France et quelques autres pays tels que l'Espagne. Je mettrai entre parenthèses les États-Unis dans ce problème parce que c'est clair qu'ils ont des intérêts dans cette question, mais ils ont des intérêts beaucoup plus vastes que ceux de la France. Ils ont des intérêts au niveau de la planète. Et je crois que de ce côté-là, ils trouveront toujours le moyen de faire respecter le droit international. Et vous l'avez bien dit, avec le décret de Trump, le décret scélérat de Trump, sur lequel pratiquement les États-Unis sont revenus, puisque on a vu que le secrétaire d'État, le nouveau secrétaire d'État, Blinken, pas encore officiellement, voilà, Blinken qui appelle à ce qu'on reprenne les négociations. C'est l'ONU qui est en charge de ce dossier, et on va laisser faire l'ONU, c'est-à-dire, en principe, l'application du droit international, en tout cas, au moins la reconnaissance du droit à l'autodétermination pour le peuple sahraoui. Oui. En tout cas, pour l'instant, Joe Biden n'est pas revenu sur cette question, mais c'est quand même une avancée notable du moment que le secrétaire du département d'État revient dessus. Oui. On demande de ne pas l'appliquer, on demande de ne pas revenir, c'est tout. C'est ce contraste aujourd'hui qui est difficile à franchir entre le droit et la politique, comme le disait à l'instant Monsieur Carlos Ruiz. Finalement, c'est la France qui bloque aujourd'hui toute avancée vers un référendum d'autodétermination du peuple. Justement, j'ai commencé mon intervention sur ça, c'est-à-dire que la politique qui bloque le droit. On voit pertinemment que, bien évidemment, la France est l'un des piliers, c'est-à-dire de la politique étrangère marocaine, c'est-à-dire que la diplomatie marocaine se repose sur la position française, que ce soit au sein de l'Union européenne ou bien à l'ONU. J'ai dit que c'était le vrai problème du Sahara occidental commence ici. D'ailleurs, on a vu ouvertement, lorsque Chirac a parlé de province du Sud, on avait commencé à créer un tollé, c'était une première fois, directement, c'est pour faire plaisir à son ami le roi, et puis, en même temps, afficher ouvertement une inclinaison du Maroc. Et là, ça nous a donné pour le comité international, en termes de droit, en termes de politique, que la France est le partie prenante première dans le conflit au Sahara occidental. Donc le Polisario est en train de combattre quoi? Et on combat d'ailleurs sur le plan légal, mais en plein sur le plan politique. Il a 3 puissances qui sont véritablement contre lui, disons l'Union européenne avec l'Espagne et la France, mais en même temps, ce triumvirat, on le retrouve au Conseil de sécurité qui bloque grâce au droit de veto. Et là, ça crée quoi? Ça crée un capharnaüm pour le Polisario et en plus, surtout pour les juristes et en plus pour les politiques. Mais toujours est-il, la question de droit est fondamentale et c'est ça qu'il faut rappeler. La résolution de l'ONU, le fait que la commission de décolonisation a inscrit le Sahara occidental dans son registre de pays colonisés jusqu'à aujourd'hui, et sur ce terrain-là qu'il faudrait mener cette bataille-là, il a rappelé. Bien évidemment, sur le plan technique et sur le plan pratique, il y a eu des tentatives de régler ce problème-là à travers des négociations qui ont commencé en 1996 à Houston, puis on a eu Manhasset, et puis on a eu Genève, et puis les propositions qui ont été faites par les représentants de l'ONU, c'est-à-dire à partir de Becker, les 2 plans de Becker 1 et 2, puis on a eu, pourtant c'était un accord qui a été validé et approuvé par le Polisario, c'est-à-dire que l'intention du Maroc est claire, c'est-à-dire si le Maroc avait
la garantie que à travers un référendum, il allait obtenir le Sahara occidental, il l'aurait fait. Mais il n'a pas cette garantie-là. Il sait que le référendum va se retourner contre lui, en dépit de l'omerta, en dépit du blocus, en dépit de la répression féroce qu'il exerce sur les Sahraouis. Il sait pertinemment que cette question de vote va à l'encontre de sa volonté d'occupant. Je dis bien d'occupant. Donc, on est face à une situation où le politique bloque le droit. Et sur ce terrain-là que l'Union africaine, à travers le Conseil de la paix, elle a rappelé, c'est là où il y a une victoire diplomatique pour les uns, c'est que cette question-là est de décolonisation. Il faudrait qu'il y ait des négociations. Le Maroc tergiverse, manipule et parle de quoi? Il dit non, je négocie avec l'Algérie. Avec l'Algérie, il n'a aucune prétention sur le Sahara occidental, n'est pas impliqué. C'est un pays qui soutient un droit fondamental qui répond à sa doctrine. Nous l'avons toujours soutenu, les peuples, pour leur détermination. La Palestine, nous les avons fait avec le Timor-Leste, en dépit du fait que l'Indonésie était un pays ami de l'Algérie. Mais sur ce terrain-là, sur le terrain du principe, l'Algérie a rappelé. Bourita, le ministre des Affaires étrangères, voudrait que l'Algérie soit neutre. L'Algérie n'a jamais été neutre dans cette question-là, puisqu'elle répond à un principe fondamental qui est celui de soutenir les peuples opprimés. Comme elle l'a été, l'Algérie est un pays occupé, opprimé. Donc, dans sa doctrine, il y a cette volonté-là de démontrer que les peuples ont le droit de jouir de leur autonomie et de leur indépendance. C'est sur ces terrains-là qu'il faudrait maintenant, au Conseil de sécurité, il y a un rapport qui va être présenté par le 21 avril prochain. Par le représentant de la MINURSO. Il ne faudrait pas que ça soit, qu'on reste sur le terrain technique, mais qu'on aille vers pousser l'ONU à nommer un envoyé spécial pour que le processus soit encore une fois enclenché. On va en parler, mais auparavant, on disait depuis quelques mois, une fenêtre s'est ouverte sur la question du Sahara occidental grâce un peu à Donald Trump qui a mis cette question au devant de la scène, malgré lui. Une fenêtre qu'il faut saisir, qu'il ne faut pas perdre. Aujourd'hui, le peuple sahraoui, on l'a dit, sur le plan politique, ça n'avance pas, mais il reste déterminé pour l'autodétermination de son peuple. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre des Affaires étrangères Mohamed Ould Selek lors d'une conférence de presse donnée hier où il proclame la détermination du peuple sahraoui, sa volonté de garder ce cap même s'il faut aller ou maintenir la lutte armée. De la partie sahraoui est que la souplesse que nous avons montrée durant ces 30 années, voire la coopération où nous avons fait beaucoup de concessions dans le cadre de notre bonne volonté d'aider les Nations Unies à assumer ses responsabilités, ont été vains. Nous voulons maintenant, 1. Le traitement au même pied d'égalité de deux parties. 2. Que le Conseil de sécurité impose aux deux parties le respect de l'accord qu'ils ont signé. Il est clair que le désengagement du Maroc et le reniement de ces engagements n'était possible que s'il y avait une complicité claire et nette au sein même du Conseil de sécurité, malheureusement. La France a bloqué l'organisation du référendum. Nous allons travailler maintenant avec les Nations Unies sur un terrain de clarté et nous ne pouvons plus accepter le délai et cette... Pas de concession. Pas de concession sur le fond et sur la forme. Et j'invite les frères et sœurs algériens et algériennes ici présents, quand ils parlent du Maroc, soutenu par la France, dans la question du Sahara au moins. Parce que, pourquoi on colle l'Algérie comme si l'Algérie ne soutenait que le Sahraoui? L'Algérie a soutenu l'Angola, soutenu l'indépendance de la Namibie, soutenu la lutte du peuple sud-africain contre l'apartheid et soutenu le peuple palestinien pour son droit à l'autodétermination. Pourquoi on veut coller? On veut que l'Algérie soit une partie au conflit alors que l'Algérie n'a pas de revendication territoriale sur la République sahraoui. Il n'y a pas de revendication. L'Algérie est le pays respectueux des frontières de ses voisins, alors que le Maroc expansionniste, agresseur, qui bloque la création d'un espace maghrébin prospère, uni et en coopération, en harmonie
entre ces peuples. Le Maroc qui déverse la drogue sur la région, le Maroc qui constitue la base et la création de tous les groupes terroristes dans la région, n'est pas cité, on ne cite pas ceux qui le soutiennent. Nous sommes disposés, en tant que membres de l'Union africaine, de s'asseoir avec le Royaume du Maroc pour qu'il mette fin à son occupation. Nous avons dit, en réponse à votre question, que la race réclame la place qui lui revient au sein du concert des nations. C'est vrai, puisque le Maroc refuse d'y aller au référendum, il ne faut pas que le peuple sahraoui et que l'État sahraoui soient pénalisés par cette attitude intransigeante et qui fait fi du droit international et de la légalité internationale. Voilà, on en parle depuis tout à l'heure. Monsieur Msali, vous voulez réagir sur cette déclaration? Oui, surtout sur le fait que le Maroc considère le Sahara occidental comme, enfin, pour revenir à le principe algérien, qu'on n'a pas de revendication sur le territoire sahraoui. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, à chaque intervention des diplomates marocains, et plus récemment M. Bourita, à l'issue du dernier sommet de l'UA, il disait que la négociation doit se faire avec l'Algérie et non pas le Polisario, parce que l'Algérie, selon la théorie marocaine, que nous soutenons le Polisario. C'est-à-dire que nous voulons être une partie prenante. Mais si on faudrait rappeler aux Marocains, qu'est-ce qu'ils ont fait déjà avec les Mauritaniens? Lorsque le Mauritanie a eu son indépendance en 1960, le Maroc a refusé de reconnaître l'indépendance de Mauritanie sous prétexte que les territoires mauritaniens appartenaient au Maroc dans le cadre de cette grande carte dessinée par le parti d'Istiqlal. Et le Maroc n'a pas reconnu l'indépendance du Mauritanie jusqu'à 1973, lorsque c'est à ce moment-là que la Mauritanie a intégré l'Union arabe. Et nous nous rappelons que Ould Daddah avait dit c'est notre jour d'indépendance. Il a fallu 13 ans pour qu'elle admettre que ce territoire ne lui appartient pas. Donc ça a été une bataille diplomatique, ça a été une bataille d'une longue durée, et en même temps faire impliquer l'Algérie dans un conflit qui ne concerne deux parties qui sont le Polisario et le Maroc revient à mettre le problème dans son contexte. Il y a un État occupant et il y a un pays occupé. Et il y a un problème de décolonisation. Il y a un droit inaliénable d'un peuple qui veut recourir sans souveraineté. Et c'est sur ce terrain-là que le Maroc refuse. Cette intransigeance du Maroc à refuser, qu'est-ce qu'elle découle? Elle a créé des antécédents. Elle a créé des réalités nouvelles. Celle dans laquelle on est arrivé aujourd'hui, lorsque Trump a conclu cet accord-là, scélérat comme il a été défini, du fait qu'on invite un troisième État qui rentre en jeu, qui est Israël. C'est-à-dire que le Maroc ne se soucie même pas de la sécurité de ses voisins. On sait pertinemment que l'Algérie et Israël, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en état de guerre. Depuis 1973, l'Algérie est en état de guerre. Officiellement, on n'a pas signé d'armistice. Donc, le fait de nouer des relations avec un État belliqueux et qui a des intentions d'extension et qui ne reconnaît pas les frontières, parce qu'il y a deux États qui ne reconnaissent pas, dont on ne sait même pas où commencent et se terminent les frontières, c'est bien le Maroc et Israël. Donc, il est deux occupants qui vont, en violation du droit international, sont en train de se liguer dans une région à haut risque, où il y a beaucoup de tensions et il y a beaucoup de risques de sécurité qui se posent pour toute la région. Et c'est là où, pour l'Algérie, non seulement sur le plan intérieur et sur le plan diplomatique, on voit que le Maroc est en train d'exacerber la tension et de greffer de nouveaux problèmes qui peuvent nuire à l'avenir de la stabilité de la région. Merci, on va parler de la région et de la sécurité dans toute la région, mais auparavant, Monsieur Gilles Devers, vous l'avez entendu, le ministre des Sahraouis parler de souplesse du Front Polisario, parler de concessions durant toutes ces années. Aujourd'hui, il n'est plus possible de garder ce même cap. Est-ce qu'il faudrait qu'il agisse de manière plus offensive, une bataille plus offensive sur le plan diplomatique et sur le terrain? L'une des grandes chances que j'ai, c'est de pouvoir travailler avec une direction politique exemplaire
qui veille par-dessus tout au respect de principes, d'une ligne de conduite et de l'unité du peuple. Donc, je fais le juridique, on essaye d'avancer et ensuite on transmet avec le politique et c'est comme cela que l'on conforte vu qu'on sait historiquement que quand il y a une victoire juridique, mais si elle n'a pas une assise politique derrière, elle ne conduit pas loin. Donc moi je fais entièrement confiance dans ce rapport difficile pour voir comment ils peuvent pousser les pions et en se servir de ce que nous faisons. Mais nous avons dessiné avec eux un plan. Ce plan, c'est pas de faire des recours pour les aligner et dire on a des décisions de justice. C'est pour attaquer le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement de la colonisation. Et de ce point de vue-là, les consignes que j'ai reçues de la direction politique, elles sont très claires, c'est implacable. Tout ce qui peut être fait, frapper les plus gros, c'est vraiment, on n'attend que ça. Le problème est que le contentieux, c'est comme construire un temple ou une grande mosquée ou une grande cathédrale. Il faut du temps et on a besoin de définir toutes les règles juridiques. On pensait tout avoir en 2016 et 2018 et voilà qu'ils nous ont trouvé ce mécanisme d'extension, donc on a besoin de conforter la question du consentement, mais derrière les ordres que j'ai, c'est d'attaquer l'Union européenne en responsabilité, parce que 700 millions par an, il va falloir les rendre, il n'a jamais été question de les abandonner, et 700 millions, ils vont rentrer dans les caisses sahraouis. Et la deuxième chose, c'est d'attaquer les entreprises, les banques, les assurances, les grands armateurs de pêche espagnols, les entreprises de prospection et les plus petits, en leur disant le droit, il est dit, maintenant il faut partir, nous voulons casser l'argent de la colonisation. Et lors du procès, il y a cet échange avec le monsieur un peu dépité de la commission qui vivent des gens avec le business. Voilà, tu t'enrichis, il y a quelqu'un qui s'enrichit, donc toi tu auras des miettes, alors sois content. Et on leur dit qu'on était là pour détruire cette économie. On vous allez détruire. Mais oui, on détruit cette économie parce que c'est le financement de la guerre. Et on va aller les chercher, les financeurs de la guerre ensuite. Donc moi, je veux dire que j'ai un cadre politique extrêmement clair qui m'est donné par le Front Polisario. On avance de manière méthodique, on utilise, comme les combattants le font, les armes que nous avons avec parcimonie, nous cherchons les bonnes cibles, nous ne nous excitons pas sur des pistes secondaires, mais nous avançons de manière mécanique et la seule ligne qui est donnée, c'est l'intransigeance pour la reconquête totale du territoire et la libération du dernier prisonnier. Les responsables, ils s'appellent M. Macron, ils s'appellent M. Le Drian, et c'est une patrie qui se défend des droits de l'homme, mais là, il faut finir ces histoires-là. Dans l'histoire des peuples, qui est-ce qui marque? C'est l'Algérie qui est patrie des droits de l'homme. Merci, Maître Gilles Devers. Monsieur Carlos Ruiz, vous, est-ce qu'aujourd'hui, comme le disait Monsieur Kamel Mensari, pour traiter la question du Sahara occidental, il faut traiter la question dans sa globalité et traiter la question sécuritaire dans le Sahel et dans toute la région? Aujourd'hui, on ne peut pas omettre ce qui se passe dans le Sahel et que cela nécessite un traitement global des défis auxquels sont confrontés les pays de la région. Mais oui, bien sûr, parce que il faut se rappeler les connexions avec le Maroc de certains groupes terroristes qui sont responsables de la déstabilisation du Sahel. On connaît parfaitement qu'une des sources de financement de ces groupes, c'est le trafic de hashish. Et on sait parfaitement d'où vient cette drogue. Donc, le Maroc n'est pas un acteur pour la solution des conflits, mais c'est un des responsables de ces conflits. Donc, le Maroc fait partie du problème, pas de la solution des conflits de toute la région du nord de l'Afrique, y compris bien sûr le Sahel. Merci Monsieur Ruiz. Alors pour revenir aux agendas prochains, on sait que le 21 avril, le Conseil de sécurité doit se réunir pour étudier cette question du Sahara occidental. Pour notre ministre algérien, Monsieur Sabri Boukhadoum, il avait d'ailleurs annoncé que cette année, cette réunion intervient dans un contexte nouveau, celui de la rupture du cessez-le-feu. Qu'est-ce qui pourrait changer cette fois-ci? Il a annoncé par ailleurs que l'Algérie discute de cette question avec les 15 membres du Conseil de sécurité, qualifiant ces consultations de bonnes, Monsieur Ayachi. Je pense, oui, il est indéniable que cette prochaine réunion du Conseil de sécurité va d'abord se passer dans une ambiance nouvelle,
qui est celle de la reprise des hostilités. Les Nations Unies affichent qu'elles gardent la main sur le dossier puisqu'ils ont renouvelé le budget de la MINURSO et il va y avoir donc le 21 avril un exposé du patron de la MINURSO devant les membres du Conseil de sécurité. Cela laisse présager que le Conseil de sécurité c'est favorable à étendre l'émission de la MINURSO. D'abord, il envoie un message qu'il est toujours saisi du dossier. Maintenant, ça ne suffit pas. Oui. Jusqu'à maintenant, le Conseil de sécurité a toujours émis une résolution depuis une dizaine d'années où il est reconnu au peuple sahraoui le droit de s'autodéterminer. Toutes les résolutions du Conseil de sécurité sont porteuses de cette précision. Ce qui est important maintenant, c'est de passer à l'exécution de ces résolutions. Et je crois savoir que dans les mécanismes de l'ONU, il est prévu que lorsqu'un pays membre des Nations Unies n'applique pas les résolutions des Nations Unies, il y a le chapitre 7, celui des mesures contraignantes. Pourquoi on n'arrive pas à appliquer au Maroc les mesures contraignantes contenues dans l'article 7, dans le chapitre 7, si ce n'était la protection de la France, et alors qu'on applique des sanctions contre d'autres États de par le monde. Et donc, tant qu'on n'utilisera pas de mesures contraignantes contre le Maroc, qui ne veut pas aller, j'allais dire, à la résolution juste et définitive du conflit, cela ne se fera pas. Et alors, à ce moment-là, l'Algérie, comme beaucoup d'États, mais l'Algérie a pris la responsabilité de dire, 1, respect du droit international, et 2, on ne peut aller vers la résolution du conflit que par des négociations. D'où l'appel du président algérien, Abdelmajid Tebboune, au secrétaire général de l'ONU pour lui demander de nommer un envoyé personnel, ce qui a été repris par le communiqué du Conseil Pays Sécurité de l'Union africaine. Et deuxièmement, maintenant, c'est d'aller rapidement, une fois que cet envoyé personnel est nommé, d'aller vers des négociations entre les deux parties. Pour ma part, je suis de ceux qui pensent que ces négociations auront d'abord pour objectif principal de fixer la date du référendum d'autodétermination. Il n'y a rien d'autre à discuter, le droit et le truc. Il restera aux experts de discuter les problèmes techniques, de dire le désengagement ou les dédommagements, je ne sais quoi. Mais d'abord, aller pour dire, laissons au peuple sahraoui exercer le droit de s'autodéterminer, de choisir librement son destin, tel que le reconnaît le droit international. Alors, on sait, avec le départ de Koller, le Sahara occidental aura consommé 4 médiateurs après les 2 Américains, James Baker et Christopher Ross, et puis les Hollandais Peter Van Walsen. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU avait indiqué que les Nations Unies poursuivaient leurs efforts pour la désignation d'un nouvel émissaire pour le Sahara occidental, évoquant des difficultés à trouver le bon profil pour occuper ce poste. Il dit aussi que tous les leviers ne sont pas entre leurs mains, même si le secrétaire général de l'ONU fait de son mieux. Il ne veut pas lui imputer cette responsabilité. Les leviers qui freinent aujourd'hui, on les connaît. Le lobbying marocain fait pression, le veto français également fait barrage. Ce sont les leviers qui font toujours défaut aujourd'hui. On n'arrive toujours pas à désigner même un émissaire. Tout à fait. Il y a une liste d'une quinzaine de personnes qui ont été rejetées de part et d'autre de propositions. Bien évidemment, bon, il y a une... On reconnaît qu'il y a des pressions extérieures. Oui, il y a actuellement... Bon, M. Gutiérrez essaye de proposer un ancien chef de la diplomatie portugaise. Mais ça reste que toute personne ou tout envoyé doit faire l'objet d'un consensus au sein du Conseil de sécurité. Bien évidemment, vous l'avez bien dit, qu'on a consommé 4 et non des moindres. Oui. James Baker, c'est une pointure. Et puis il a fait avancer les pions dans le dossier sahraoui. Il y a aussi Christopher Ross qui a souffert pour pouvoir mener à bien sa mission. Des entraves continuelles, le refus successif de visiter, de se rendre dans les territoires occupés pour vraiment, comment dirais-je, constater de visu ce qui se produit en termes de droits de l'homme, en termes d'occupation, en termes de pillage des ressources. Toute cette mission-là, elle a été capotée par d'abord les Marocains avec l'appui de la France. Donc, aussi longtemps qu'on a au sein du Conseil de sécurité des pays qui appuient le Maroc, cette question-là risque encore de durer si
si l'ONU n'est pas réformée. C'est ça qui est aujourd'hui un problématique. On peut souhaiter que cette question-là avance, mais avec les mêmes acteurs, c'est pas possible. Donc il faudrait changer les mécanismes de vote au sein du Conseil de sécurité. Et c'est que la bataille qui doit être menée en parallèle, c'est la réforme de l'ONU. Et aujourd'hui, ce qui est dangereux, qui est intéressant, un point aussi qui est intéressant à observer, c'est le fait que le Maroc essaye d'étendre sa mainmise sur les pays de la CEDEAO, c'est-à-dire qu'à travers ce qu'on appelle la monnaie de l'écho, le Maroc a proposé de créer une nouvelle monnaie qui a été pour remplacer le CFA. La France a été derrière ça. Donc la France veut soutenir le Maroc en matière financière, c'est-à-dire créer une nouvelle monnaie qui va être appliquée entre les pays du CEDEAO et le Maroc, et le Maroc pourrait éventuellement utiliser cette monnaie. Donc créer une réalité économique et financière nouvelle qui va encore compliquer la situation dans la région. Et en plus, en matière, donc M. Ruiz a évoqué la question de l'instabilité, le trafic de drogue. Certes, le Maroc est en train de piller le phosphate, piller la pêche, piller les ressources éoliennes et piller aussi le pétrole, mais en même temps, il a une ressource financière qui constitue pour lui source de financement indirect de ses investissements au Sahara occidental. Et bien évidemment, c'est le trafic de drogue. Oui. Et ce problème-là qui vraiment perturbe et contrarie toute volonté de pouvoir régler la question sahraoui par les mécanismes de droit, aussi longtemps qu'on a en parallèle des pièges, des manœuvres, des problèmes qui sont créés, qui se greffent dans la question en elle-même, complique le dossier et rend la vision de la visibilité, l'analyse de la situation encore plus compliquée. Mais si le Polisario reste figé sur sa demande de l'organisation d'un référendum et de réclamer son droit à l'autodétermination, c'est sur ce terrain-là qu'il faut ramener tout le monde, ramener tous les interlocuteurs et aussi longtemps, notamment la France, pour que le droit retrouve sa place qu'il ne la trouve pas depuis 1975. Alors il nous reste très peu de temps, on va essayer de traiter encore de deux questions, les droits de l'homme et puis l'Union africaine qui réagit également en faveur du Sahara occidental. Maître Gilles Devert, très rapidement s'il vous plaît, puisqu'on parlait maintenant, vous parlez du trafic de drogue, on parlait aussi d'autres répercussions sur le peuple sahraoui, vous-même vous en parliez, des répercussions qui encouragent aujourd'hui le silence de la communauté internationale et sa complicité qui encourage le Maroc à violer le droit international humanitaire, la détention politique, la torture, la prolongation de la souffrance des réfugiés sahraouis et d'autres violations commises par la puissance occupante du Sahara occidental. Il y a eu un rapport aussi d'État américain accablant sur la situation des droits humanitaires qui vient d'être publié. Absolument, et connu par tout le monde, et les dirigeants européens qui sont toujours prêts à faire la leçon à tout le monde, évidemment n'en parlent pas, n'ont rien à dire et veulent passer à autre chose. C'est absolument scandaleux, et quand nous sommes devant les juges, ce sont des questions qui sont évoquées avec des questions précises qui sont posées, et en face il n'y a rien à nous poser, rien du tout. Donc quand on nous dit des fois, mais vous êtes là pour, c'est quoi, des tomates, des certificats d'origine pour des poissons? Non, on est là pour la libération des prisonniers, on est là pour la liberté des personnes, on est là pour la liberté d'aller et venir, on est pour que cessent ces violations les plus graves. On n'a pas de recours direct devant une juridiction pour cela, ça c'est une chose, et les organes de l'ONU, même les rapporteurs spéciaux, ont des conceptions qui sont insuffisantes, donc on ne peut pas se lancer dans des contentieux qui pourraient paraître spectaculaires et qui se retourneraient contre nous, mais en attendant, il est tout à fait clair que nous sommes dans une démarche de culpabilisation des responsables européens, parce qu'avec leur argent, avec leur mépris du droit, avec leur ignorance des principes qu'ils professent ailleurs, ils accablent la population du Sahara, et un jour ou l'autre, tout ça, ça se terminera devant les tribunaux, ça sera eux les accusés. Merci, il nous reste peut-être une minute, on va essayer de grignoter un peu sur le temps pour parler de ce que fait l'Union africaine. Aujourd'hui, le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine qui a été nommé récemment en remplacement de M. Chergui, M. Bonkol, un Nigérian qui en pensait aller jouer plutôt dans le camp marocain, a finalement appelé l'organisation africaine à jouer un rôle plus important et plus actif pour instaurer une paix durable dans le continent. L'Union africaine prend ses responsabilités, M. Hayashi? Certainement, avec cette précision pour dire que l'Algérie a joué un rôle important dans le déroulement de la dernière réunion du Conseil Paix et Sécurité.
en ce sens que le président algérien a été très pragmatique dans sa déclaration et a demandé à ce que ses pairs africains prennent des mesures efficaces et concrètes du terrain et non pas un discours politique. D'ailleurs, le discours du président et la demande du président a été préparée par une large tournée de notre ministre des Affaires étrangères qui a visité même les pays pro-marocains en leur disant tout simplement respectons les dispositions de l'acte constitutif de l'Union africaine, tout simplement pour faire en sorte que personne ne dérape. Et c'est ainsi qu'on a eu ce communiqué de l'Union africaine qui est un véritable avancée formidable dans le dossier du Sahara occidental, puisque maintenant l'Union africaine s'est réapproprié le dossier du Sahara occidental et a demandé donc plusieurs mesures avec des références historiques et politiques, etc. Et maintenant, le meilleur allié du Front Polisario et de la RAS, qui est membre de l'Union africaine, dans le dossier, c'est l'Union africaine avec l'ONU. Sur cette la déclaration de M. Bankou Ladeoué a désarçonné les Marocains qui ne s'attendaient pas à cette position, surtout lorsqu'il a insisté du respect de l'article 4 de la charte du statut de l'UA. Donc la question du Sahara occidental revient sur le dossier, sur la table des États africains en tant qu'institution, et en même temps, c'est à ce moment-là que, grâce à cette prise de conscience, et parce qu'elle devient problématique, c'est le plus vieux conflit en Afrique, le seul, le plus vieux, donc l'Union africaine a les moyens de faire pression, que ce soit au niveau de l'ONU ou bien au niveau de ses institutions, sur le Maroc aussi, pour que la question du Sahara occidental retrouve sa véritable place, c'est-à-dire soit la négociation et en plus le retour, enfin le respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Merci. Je ne sais pas si on a le temps de prendre encore M. Ruiz sur cette question. M. Ruiz, comment l'Union africaine peut-elle peser de son poids dans la résolution de ce conflit ? Oui, l'Union africaine peut jouer un rôle très important et en fait, on doit faire le rappel le rôle qu'avait joué auparavant l'Organisation pour l'unité africaine qui avait formulé la première mouture du plan de règlement qui était plus tard approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, les leçons du passé est très claires. L'Union africaine peut jouer un rôle extrêmement important. Mais nous savons bien que dans l'Union africaine, maintenant, tout comme dans le passé, il y a cette guerre, cette tension entre les partisans du Maroc et les partisans de la République sahraoui, du peuple du Sahara occidental. Donc, si on peut aboutir finalement à un règlement qui est d'accord avec le droit, l'Union africaine peut vraiment contribuer à la solution définitive de ce conflit. Merci à vous tous, messieurs, d'avoir participé à ce débat sur la question du Sahara occidental. Des avancées, on les suivra en tout cas d'ici le prochain Conseil de sécurité prévu pour le 21 avril. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Canal Algérie. Au revoir.